accueillir cet après-midi à la salle Michel Soukara de C3 Éditions, Gary Victor et ce fidèle public de jeunes qui ne rate jamais nos activités ici. Est-il possible, est-il nécessaire de présenter Gary Victor, qui, comme on le dit, se passe de présentation selon la formule consacrée? Je dirais, plutôt je rappellerai tout simplement que Gary Victor est l'un des écrivains les plus prolifiques de la littérature haïtienne, qui publie avec une admirable régularité des romans, des nouvelles, mais Gary a également écrit des pièces de théâtre, des textes pour le cinéma, la télévision, la radio, des feuilletons à la radio. Il y a même des gens, des Haïtiens qui connaissent Gary Victor à travers ses œuvres radiophoniques, ce qui explique qu'un jour, il y a déjà longtemps, au Cap, une jeune fille qui t'a dit à Gary Victor: vous êtes mon écrivain préféré, même si je n'ai lu aucun de vos livres. Mais ça fait longtemps, mais j'espère que dans la salle, vous avez tous lu au moins un livre de Gary Victor, l'écrivain haïtien le plus lu en Haïti. Vous avez tous déjà lu un livre de Gary Victor? Oui. De ce côté-là, je vois aucun signe. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Gary Victor est ici cet après-midi pour vous présenter son dernier livre, un recueil de nouvelles, un homme dangereux. Et comme c'est peut-être le 30e, le 40e, le 50e livre de Gary Victor, parce qu'il en a écrit beaucoup, mais on va directement entrer dans ce livre. Bon, disons après la petite causerie, vous aurez le loisir de poser à Gary Victor toutes les questions que vous voulez. Mais la première question, j'aimerais la poser à propos de ce livre. Un homme dangereux, un recueil de 4 nouvelles, pas tout à fait brèves, de la genèse, de la composition de ce livre. Bon, et quel que soit l'œuvre, il y a toujours eu un élément déclencheur. C'est souvent quelque chose qu'on a vécu, qu'on a lu, qu'on a entendu, et ça fait titre dans votre tête et ça vous donne l'idée des points romans. En fait, je vais vous mettre un petit peu dans la cuisine. Et c'est une relation que j'avais eue avec une femme il y a quelques années. Et le problème, c'est qu'elle était déjà dans une relation matrimoniale. Et elle me disait que tu es sincère et c'est pour cela que tu es un homme dangereux. Donc elle me considérait comme un homme dangereux parce que je ne voulais pas une aventure. Et elle me considérait comme un homme dangereux parce que justement je voulais une vraie relation, tu vois. Et par rapport à sa situation, donc j'étais un homme dangereux. Et il y a un épisode que j'ai écrit dans ce texte où justement où elle m'invite chez elle, elle a ses 2 sœurs. Et elle me dit, tu sais, je t'invite chez moi, mais tu fais attention. Tu ne fais pas un geste, tu ne dis pas un mot.
pour que mes soeurs ne devinent pas que j'ai un début de relation avec toi. Tu vois? Et bien, sur un moment, je fais un geste, je dis un mot, que bon, je m'oublie, et elle me dit que tu es un homme dangereux. Alors, c'est un épisode qui m'a toujours marqué. Et je m'étais dit que ce serait intéressant justement de prendre ça à refaire, parce qu'en général, quand on dit qu'un homme est dangereux, c'est un kidnappeur, c'est un voleur, c'est un politicien, etc. Mais être considéré comme un homme dangereux parce qu'on est sincère, parce qu'on aime quelqu'un, j'ai trouvé ça totalement fabuleux, tu vois, comme idée. Et je me suis dit, ça aurait fait un bon roman, une belle histoire, justement, de prendre ça pour thème et comment on peut être dangereux en étant sincère. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était un cas général. Et quand on fait le mal, on est dangereux. On se fait comme dangereux. Mais quand tu veux combattre le mal, quand tu veux changer les choses, ben, tu deviens dangereux pour énormément de gens. Quelqu'un qui rentre en politique et il veut changer les choses, il veut combattre la corruption, il veut combattre les gangs, mais écoute, tu deviens immédiatement dangereux pour un tas de personnes. Et je me suis rendu compte justement que être dangereux, je pourrais dire, c'est un état pratiquement normal, c'est que dans la vie, on est toujours dangereux pour quelqu'un ou pour quelque chose, tu vois. Et c'est ce qui m'a donné l'idée justement d'écrire ce recueil de nouvelles, en partant de l'idée que on est dangereux sans pour autant être dangereux. C'est par rapport au regard que l'autre a sur toi, tu vois. On est bon ou bien on est dangereux, c'est une question d'intérêt, tu vois. J'aide quelqu'un à voler, j'aide quelqu'un à mentir, j'aide quelqu'un, je suis un homme très bon. Mais je ne veux pas qu'il vole, je ne veux pas qu'il mente, je ne veux pas qu'il manipule, je suis immédiatement un homme dangereux. Mais justement, tu as dit que ça aurait pu être un sujet de roman. À partir de quel moment Gary Victor, à partir de quel moment, ou à partir de quoi Gary Victor décide de faire d'une idée un roman ou une nouvelle? Bon, là c'est une question un petit peu compliquée. En général, quand on décide d'écrire une nouvelle ou bien d'écrire un roman, en général, quand tu décides d'écrire un roman, c'est que tu as une idée qui demande un très très long développement, tu vois. C'est une idée que tu n'arrives pas vraiment à traiter dans un espace très court. Et c'est une idée, une situation où tu as des personnages qui sont en évolution, que tu dois travailler. Donc à ce moment, évidemment, tu n'es pas capable de le... Parce qu'une nouvelle, c'est un texte où tu dois aller rapidement, tu dois présenter les personnages rapidement, tu dois camper la situation rapidement, tu dois conclure rapidement. Il faut que tu aies une chute intéressante. Ça veut dire une fin qui soit surprenante, tu vois. Donc, tandis que le roman, et forcément, ça te demande un temps de travail, un temps de réflexion. Il faut que c'est une situation qui demande un traitement complet, surtout au niveau des personnages. Donc bien sûr, tu peux avoir une idée de roman, il y a des idées, tu rencontres immédiatement que tu ne peux pas faire une nouvelle avec parce que ça te demande trop de travail. Tandis que la nouvelle, immédiatement tu as une idée, tu sens que ça peut faire une nouvelle parce que ça te permet de travailler très vite. Tu n'as pas besoin de fouiller les personnages, tu peux les présenter très vite, tu peux camper la situation très vite. Donc bien sûr, ça dépend du sujet. Le recueil comprend 4 nouvelles: Le rêve fait cher, Un homme dangereux, L'ange déchu d'Amanda, La remise du temps. Moi, quand j'ai vu le titre pour la première fois, je m'attendais, étant familier à l'univers de Gary Victor, il y a des personnages justement dangereux,
un univers de polar, de thriller, des malfrats, et de la violence, des crimes, mais il est surtout question de relations avec les femmes, de relations amoureuses, le rêve fait chair, un homme qui engrosse les femmes en rêve. Disons qu'il fait l'amour avec des femmes en rêve et puis qui parvient à les engrosser. Puis il y a la nouvelle qui porte le titre Un homme dangereux et puis l'ange d'Amanda, la remise du temps. Est-ce que ce n'est pas un livre de Gary Victor à dominante plutôt psychologique? Je dirais oui, parce que en fait toutes les nouvelles sont très intimistes quelque part. Un homme dangereux, c'est un texte qui a trait à une expérience que j'ai vécue personnellement. Et l'ange déchu d'Amanda, un petit peu. Et quand je prends par exemple la remise du temps, en fait c'est un texte qui est à la fois intimiste, mais qui quand même qui prend en compte une préoccupation, je pourrais dire un désir humain. C'est comme on rêve tous de l'éternelle jeunesse par exemple, tu vois. C'est un fantasme de demeurer totalement jeune, tout le temps jeune. On parle de l'élixir de jeunesse. Il y a aussi ce fantasme humain d'être capable de revenir en arrière et de revivre sa vie, de prendre d'autres décisions. On a tous eu le fantasme de dire j'aimerais revenir en arrière et de changer ma vie, de prendre d'autres décisions, tu vois. Donc, tout le monde a eu ce fantasme à un certain moment, bien sûr, ça n'arrive jamais, mais on a toujours ce fantasme, tu vois. Et dans ce texte, la remise du temps, mon personnage a le moyen de vivre ce fantasme. Il y a quelqu'un, est-ce que c'est le diable? Non, parce que, en fait, il n'y a aucun contrat à signer. Ce personnage que je rencontre dans un bar où tu écoutes, tu n'as aucun contrat à signer. Simplement, je te permets de revenir en arrière, 12 ans en arrière, et tu décides toi-même. Est-ce que tu vas revivre les mêmes choses avec la femme que tu as aimée, avec qui tu as divorcé, tout et tout? Au début, ça se passait très bien, ensuite ça a capoté. Donc je te remets 12 années de ta vie, tu choisis. Est-ce que tu vas tout casser, tu vas prendre un autre chemin? C'est un fantasme de plein de personnes. On rêve du temps. Si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que j'aurais fait? Et bien en fait, c'est un peu le thème de ce roman, tu vois. Donc c'est un thème qui est lié à un fantasme humain. Donc je pourrais dire effectivement, les 4 nouvelles sont très très psychologiques quelque part. Dans la lignée des romanciers de la ronde, les Marcelin, Hibert, les Risson, etc., que tous les jeunes qui sont présents dans la salle sont censés avoir lu, Gary Victor est connu comme quelqu'un qui critique, bien sûr qui analyse, et aussi qui critique les travers de la société haïtienne. L'œuvre de Gary Victor est d'un côté fantastique, mais également très réaliste. Mais dans ce texte, on retrouve le personnage de l'escalier des désillusions et du roman qui précède, Carl Rosier. Et tu as dit tout à l'heure qu'il est intimiste. On sent que, disons, ça passe à travers toute l'œuvre. À la longue, à force de lire, je me suis rendu compte que derrière une histoire qu'un romancier, un novelliste ou un fabuliste comme La Fontaine raconte, il y a toujours une vision du monde, bon, pas forcément une morale comme La Fontaine, mais il y a une façon de voir le monde, une nationalité. Je vais lire
quelques passages. Dans Un homme dangereux, les hommes dangereux sont légion. Ce sont souvent des politiciens, très mauvais comédiens, qui ne se soucient pas des drames vécus au quotidien par la population. Ce sont des bandits de tout acabit, du petit voleur à la tire au kidnappeur et la nombreuse armée de gangs qui ceinturent la capitale. Ce sont des bourgeois contrebandiers, marchands d'armes pour les politiciens toujours désireux de s'approprier définitivement du pouvoir. Ce sont des pédophiles, des pervers sexuels, ceux pour qui le sexe se vit dans les déviances que les nouveaux discours venus du centre anglo-saxon décadent veulent faire passer pour des instincts naturels. Ce sont ceux qu'on appelle les marchands de micro, ces journalistes à la radio surtout, qui profitent intelligemment d'un auditoire peu éduqué pour monnayer leurs opinions et leurs analyses. Je saute et je vais à la page 48. Il y a un autre type d'homme dangereux, le plus perfide, le pire. Je n'en ai pas parlé au début de cette histoire. C'est celui qui est prêt à toutes les bassesses, à toutes les médisances, les coups de langue, comme on dit chez nous, pour écarter un autre homme et arriver ainsi à avoir l'assentiment de la femme convoitée. Il peut détruire l'image de quelqu'un à grand renfort de mensonges savamment concoctés, en exagérant par exemple ses défauts, ses faiblesses, ses échecs. Si le rival dont il veut se débarrasser a une autre relation qui, rendue publique, l'abîmerait aux yeux de la femme désirée, il s'empressera d'informer cette dernière en passant pour un conseiller prévoyant, un protecteur, sans se soucier de la souffrance de la personne, instant de faiblesse dont il profitera. J'ai le plus grand mépris pour ce type d'agissement dont je me suis toujours gardé. Un homme doit compter sur ses seules qualités pour séduire une femme aimée. Si le destin ou le ciel vous a réservé cette personne, comme le prétend le dicton, elle sera de toute manière à vous. Et je vais lire un tout dernier extrait, mais tout bref, juste une phrase, mais très significative. Ça, c'est dans l'ange d'Amanda, je crois. Je me levai, fou de colère, je n'avais jamais pensé à frapper une femme. C'était contre tout ce que je professais. Là, il fallait que je me fasse violence pour garder mon calme. Je devais partir, m'enfuir, afin de ne pas basculer dans la folie. Voilà une phrase qui est d'actualité. En ce moment où il y a beaucoup de féminicides, où il y a des gens, des artistes qui sont accusés de taper sur leurs copines. Et ces hommes dangereux, que ce soit les politiciens, les voleurs, les kidnappeurs, ou bien les hommes médisants, on voit quand même que Gary Victor s'érige contre. Donc, et c'est là où je voulais en arriver, la littérature, et à mon avis, c'est l'une de ses grandes vertus. Et c'est pourquoi il est important que les jeunes lisent pour se former mentalement, moralement, intellectuellement. La littérature sert à véhiculer des valeurs. Quelles sont les grandes valeurs, ce qu'on appelle les valeurs cardinales de Gary Victor? Wow, question compliquée. Dans la vie, tout n'est pas toujours simple. Oui, rien n'est simple. En fait, mais tes valeurs, bon, pour tes moi, valeurs passent à travers tes livres. Oui, c'est vrai. Bon, parfois, elles passent de ma main de l'autre, et
On peut même avoir des valeurs sans s'en rendre compte, des valeurs qu'on professe, tu vois. Mais je pense que la valeur ordinaire pour moi, c'est la tolérance, tu vois. Moi, j'ai une horreur terrible de l'intolérance. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent face à l'intolérance, comment combattre l'intolérance, tu vois, et comment être tolérant et combattre l'intolérance, tu vois. Et c'est un des plus grands problèmes. Pour moi, ma valeur principale, c'est l'intolérance, tu vois. Et puis ensuite, c'est, comme je viens de le dire, c'est nous tous, on peut être confrontés à des situations où on peut se mettre en colère, tu vois, c'est humain. Donc, la maîtrise de soi, pour moi, c'est une valeur extrêmement capitale, capable d'entrer en soi-même, de garder son calme, de garder sa capacité de réflexion, tu vois, sa capacité d'analyse. C'est une vertu cardinale. Et puis en plus, je pense que avoir confiance en soi, comme je viens de le dire, si tu courtises une personne, tu courtises une femme, il faut que tu arrives à compter sur tes propres valeurs personnelles. Pour quelle raison, pour m'amener un coup de langue, tu vois, pour m'amener lequel, ceci, cela, tu vois, moi, j'assimile ça, c'est comme en fait, on se détruit toi-même, on prouve qu'on n'a pas de confiance en ses propres moyens. Et l'une des valeurs que je professe justement, c'est avoir confiance en soi et bien connaître ses qualités, faire confiance en ses qualités dans toutes les situations. Disons, je pense à me tromper pour avoir eu beaucoup de livres en disant que je pense que tu espères en écrivant que tes livres peuvent agir de manière positive, de manière bénéfique sur la société, sur tes lecteurs. Mais qu'est-ce que tu te dis en voyant autour de toi que tout se décale? Bon, oui, c'est toujours un étonnement parce que quand tu écris tes textes au départ, tu es enfermé dans ton univers, tu es enfermé dans ta page blanche, tu vis avec tes personnages, tu vois, tu es dans un autre univers. Et maintenant, quand tu constates la réception de tes textes, c'est toujours un étonnement. Il y a même des proches qui me disent que je sous-estime la réception qu'on fait de mes textes, tu vois, parce que tout simplement, je n'ai jamais pensé, tu sais, à comment on allait accueillir mes textes, parce que je suis très enfermé dans mon univers, je vis avec mes personnages, mais en même temps aussi, je suis... Bon, maintenant, par rapport justement à la réception de mes textes, je ne parle pas seulement en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, en même temps aussi, je me dis, est-ce que je sous-estime la réception de mes textes, mais en même temps aussi, on a l'impression que est-ce que tes textes, est-ce qu'on comprend parfois tes textes, est-ce qu'on tire une leçon de tes textes? Je le lisais hier j'ai publié quelque chose sur Facebook et j'ai dit que ça fait au moins 2-3 ans que je pose par exemple la question de l'ordissant. Faites attention, dans quelques mois, l'ordissant sera bloqué, le pays sera coupé en deux parce qu'on ne fait rien pour l'ordissant. J'ai écrit plusieurs textes, les éditoriaux, tout le monde s'est foutu, on se fout de tout en Haïti. J'ai écrit sur Canara. Effectivement, ça a écrit un livre également où elle parlait de Canara, du début de gangstérisation de Canara. Les écrivains en ont parlé, mais on se fout de tout. Et puis maintenant, pour nous, est-ce qu'on va passer Canara? Alors, je ris de certaines personnes qui toujours dit, oh oui, intellectuel, pas j'en dis rien, ils ont payé pour chaud.
Et pourtant, ce que les intellectuels ont écrit, ce que les écrivains ont écrit sur la réalité de ce pays, mais le problème, c'est que tout le monde s'en fout. On est dans une société, on est tellement individualiste. On pense que rien ne va nous arriver, tu vois. On est en sécurité. Mais moi, ça fait plus de 20 ans que j'écris sur... Je dis, attention, ce pays va devenir la Somalie. Mais, ah oui, tu es pessimiste. Tu es trop pessimiste, tu es ceci, tu es cela, voilà, et puis sauf que, il y a justement quelqu'un qui m'a dit, à toi, on m'a même dit que tu es un prophète de malheur. Tu vois, je suis un prophète de malheur. Par exemple, j'ai écrit une nouvelle qui s'intitule Le paradis fissuré, qui a été repris dans plusieurs revues à l'étranger. C'est un texte que j'ai publié en 1988, ça fait presque 30 ans. Et bien dans ce texte, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'on est dans ce Port-au-Prince, mais encore un Port-au-Prince en devenir encore, tout va exploser à Port-au-Prince. Quand on n'aura pas un quartier où on sera en sécurité, tu vois. Mais sauf que, on pense que c'est pour les autres quartiers, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est pour mon en bas, en haut, pas bien rien, tu vois, tout et tout. Non. Donc oui, c'est un sujet de questionnement pour moi, la réception de mes textes. À quel degré on comprend mes textes? Bien sûr, on peut aimer un texte que j'ai écrit, mais maintenant, comprendre ce texte, entrer dans les tréfonds de ce texte, tu vois, et partager mes appréhensions, tu sais, partager les angoisses, parce que je suis un écrivain. On peut dire un écrivain angoissé, je suis un citoyen angoissé. Comment quelqu'un peut-il vivre en Haïti et ne pas être angoissé? Tu vois? Quelqu'un qui n'est pas angoissé en Haïti, c'est un fou. Parce que le fou, on est fait le fou comment? Pour quelqu'un qui n'a aucun lien avec la réalité, qui est en dehors de la réalité. Et bien, si on prend cette définition, on va remarquer qu'il y a un pile haïtien fou. Parce qu'on croit, on pense pouvoir être en dehors de la réalité. Dès qu'on pense pouvoir être en dehors de la réalité, c'est qu'on est dans la folie. Généralement, un écrivain, et à plus forte raison, un romancier, un nouvelliste avec autant d'imagination. Toi, est un créateur d'univers qui donne naissance à des personnages. Parmi les nombreux personnages que tu as créés, quels sont ceux auxquels tu te sens fortement attaché? Belle question. Les personnages, bon, il y a un personnage, je dis toujours, et souvent ça fait sourire, je dis toujours que la seule façon de se faire amoureux se trouve dans un roman. Donc, je fais référence au sang et la mer. Merci pour ta part. C'est vrai, le sang et la mer. Et avec Hérodiade, tu vois. C'est un personnage que j'aime tellement, que je dis la seule femme que je suis amoureux de l'amour dans ma vie. Je trouve dans le mot. Vous avez vu le sang et la mer? Donc, c'est vrai que c'est en deux tomes. En deux tomes. Le sang et la mer et Hérodiade. Ça peut me poser des problèmes, justement. Le sang et la mer et Hérodiade. Dieu, ça a une femme qui est en face de vous, tu vois, c'est pas gentil. Tu vois, pas gentil du tout. Je sauve quelques personnes, tu vois. Et Azéman, justement, c'est pas un policier comme il faut. C'est un policier qui aurait dû être poursuivi pour les organisations des droits humains. Tu vois, et c'est curieux que beaucoup de gens dans le monde pour IDM, pour l'organisation des droits humains, puis comment se fait-il, toi, écrivain, tu campes un personnage amoral, tu vois, qui ne respecte pas la loi, qui exécute les bandits. Mais en même temps, c'est un personnage qui est très sympathique et surtout par rapport à l'amour qu'il porte à une petite fille qu'il a adoptée. Et cette petite fille devient son talon d'Achille parce qu'il se dit on ne peut pas m'atteindre parce que vraiment je ne suis pas, on ne peut pas me corrompre. D'accord? Mais il se dit on ne peut m'atteindre que par cette petite fille que j'aime. Tu vois, à un certain moment, il sera obligé de
d'expédier cette petite fille à l'étranger. Et ça va être sa douleur principale, tu vois. Donc, c'est un personnage qui a une faiblesse et qui devient sympathique, tu vois. Moi, je connais une petite fille qui adore Jamina. Oui. Parmi des personnages. Le Jamina, c'est un personnage que je peux dire que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit souvent, oui, vos personnages féminins ne sont pas sympathiques. Elles sont toujours ambitieuses, elles sont toujours... bon, c'est un peu limite dans du mal, le personnage féminin. Je dis non, quand même, j'ai campé des personnages féminins extraordinaires, Hérodiane par exemple, j'ai campé Mme Sorel la Rambo, et surtout cette petite fille qui s'appelle Jamina, j'ai eu une centaine de points avec cette petite fille qui a peut-être 9 ans, 10 ans, et qui combat le mal, qui a une certaine vision de la vie, tu vois. Et oui, c'est vrai, c'est l'un de mes personnages préférés, avec qui je travaille beaucoup. D'ailleurs, actuellement, avec Cédric Édition, chaque semaine, je publie une petite capsule avec Jamina, tu vois. Et j'aime bien Jamina. Je suis en train d'écrire une petite histoire avec Jamina, qui est avec sa cousine, qui a un iPhone dernier modèle. Et puis la cousine appelle un copain et lui dit, comme si on va mettre l'argent des fins, dans goût. Et puis elle rappelle la poche, elle appelle un deuxième copain, avec ton iPhone 13. Et puis Jamina lui dit, mais tu as acheté un iPhone 13 et tu as faim? Avec quel argent tu as acheté ton iPhone? Tu vois? Donc, des petits trucs comme ça, tu vois, une petite fille qui est très futée, tu vois, qui se pose des questions sur la réalité. Par exemple, il y a cette histoire que j'aime, Jamina qui dit au policier, c'est vite, il y a un tueur en série, il faut que tu ailles l'arrêter. Alors le policier lui dit, mais c'est quoi un tueur en série? C'est bien bizarre que le policier demande, c'est quoi un tueur en série? Et puis Jamina lui dit, il y a le haut-top qui est en face, le top professeur qui est en face, il y a quelqu'un qui est en train de faire une confession qui dit qu'il a tué 15 enfants et tout le monde est en train de battre bravo, il faut Jésus, etc. Et puis il a dit, mais il faut aller arrêter cet homme, il était un tueur en série. Donc tu vois, j'attire l'attention sur un tas de choses qui sont quand même bizarres, et c'est vrai, où on peut entrer dans l'église, il déclare qu'il tué 20 personnes, et puis parce qu'il a levé maintenant l'air, il convertit, il est dû sauver. Et bien ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il est finalement? Il y a un problème. Donc j'aime bien ce personnage de petite fille, tu vois, qui est futée et qui voit des anormalités là où nous tous nous pensons que les choses sont normales. Tu l'as dit toi-même, on t'a fait la remarque que tes personnages féminins ne sont pas très sympathiques. Oui, mais sauf qu'on oublie Diana, on oublie Hérodiane. Mais je vais en arriver à cette phrase, dans la remise du temps. Oui. Et j'espère que les dames, les demoiselles qui sont dans la salle vont écouter attentivement cette phrase et je vais te demander l'explication. Vas-y. Il n'y a que les hommes pour s'engager avec une femme sans mettre dans la balance ce qu'elle peut leur apporter au plan matériel et social. Il n'y a que les hommes pour s'engager avec une femme sans mettre dans la balance ce qu'elle peut leur apporter au plan matériel et social. Est-ce que ce n'est pas un peu dur? Est-ce que tu n'es pas un peu dur envers les femmes? Bon, non, c'est une réalité. Alors je me rappelle. Cela signifie que les hommes sont désintéressés et les femmes sont tout intéressées. Non, je dirais, en général, les hommes sont, et d'ailleurs c'est pour ça que les femmes souvent considèrent les hommes comme le gros bébé. C'est parce qu'un homme peut tomber amoureux d'une femme uniquement parce qu'elle est belle, elle a de belles fesses, elle est ceci, elle est cela. Elle porte fou, il est fier. Elle peut être une simple villagère, une simple, je ne sais pas quoi. Alors mon frère me disait l'autre jour, qui est à Miami, il me disait, tu sais quoi, Dari, tu peux trouver un grand médecin, et puis qui tombe amoureux d'une petite infirmière. Il est fou de cette petite infirmière, il peut même l'épouser. Mais tu ne verras jamais le contraire.
C'est le jamais. En général, tu ne verras pas le contraire. Non, mais c'est comme ça que c'est fait, c'est une réalité. On ne peut pas trop le discuter. La femme en général, elle est plus cérébrale, elle est plus ordonnée, elle réfléchit beaucoup plus à la relation, jusqu'où la relation peut aller, le contenu de la relation. Tandis qu'un homme, souvent, il est plutôt animal quelque part. Il est très animal tu vois, c'est pas le même, c'est pas la même manière d'aborder une relation entre un homme et une femme, c'est deux choses différentes. Ça veut dire un roi peut aller avec une bergère, mais on ne verra pas une reine aller avec un berger. Tu vois, c'est comme ça. Sauf dans la langue de Lady Chatterley. Sauf, il y a quelques cas d'erreur. Ça va être ma dernière question. Ensuite, je vais vous passer le micro pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez à Gary Victor. Gary Victor, c'est un regard perçant sur la société haïtienne à qui rien n'échappe. En lisant les livres de Gary Victor, on voit tous les phénomènes de la société haïtienne. Par exemple, quelque part dans ce livre, j'ai lu quelque chose sur les gens qui jettent des détritus quand il pleut et qui en profitent. Tous les faits de la société intéressent Gary Victor et ça a donné naissance à de nombreux livres qui parlent de tout, sur tous les angles, etc. Mais après tous ces livres, tous ces succès, qu'est-ce qui donne à Gary Victor l'envie de continuer à écrire? Voilà une question encore très compliquée. Est-ce que j'ai envie de continuer à écrire? Oui et non. Parce qu'il y a toujours des questionnements. Il y a des questionnements même sur son propre parcours, tu vois. Ou même sur ton propre parcours personnel, émotionnel, affectif, ton parcours en tant que citoyen, tes questionnements sur ta société, sur ta communauté. Donc, tu as toujours envie d'écrire. Quand j'ai vécu, par exemple, la déclaration d'un exemple très simple de mon hôpital, quand j'habitais à Norfoufeuille, quand j'avais 10-15 ans, c'était une montagne totalement verte. Il y avait des sources, j'allais lire les sources d'eau, c'était vraiment, on allait à la chasse sur la montagne, c'était un lieu paradisiaque. Et bien maintenant, je me suis tapissé de bidonville. Et le questionnement, c'est que dans 10-15 ans, qu'est-ce qu'on aura? Tu comprends? Donc, on a toujours ces angoisses, ces questionnements, et tout autant qu'on a ces angoisses, ces questionnements, on a envie d'écrire parce que angoisse, ça aurait dedans, questionnement, ça aurait dedans, on a envie de sortir, tu vois? On a envie de sortir, donc forcément, on a envie d'écrire. Et maintenant, Gary Victor est à vous. Je suis Léon Wachida. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour vos questions intéressantes et merci à monsieur Victor d'avoir fait le déplacement pour présenter ces nouvelles intéressantes. Donc, ma question est la suivante. Lorsque vous aviez publié votre premier livre, est-ce qu'il vous a semblé plus facile ou encore plus difficile de publier un autre? Merci beaucoup. Dès que tu as publié ton premier livre, jusqu'à présent, publier l'autre, celui qui doit venir après, il est toujours plus compliqué parce que tu te dis, c'est un escalier, il faut que tu fasses mieux que ce que tu as fait avant. Est-ce que tu es certain de faire mieux? Tu vois? Donc tu as toujours cette angoisse, tu vois, est-ce que ce que tu feras mieux que le précédent? Et ce n'est jamais simple. Tu es toujours angoissé, tu vois. Donc, et en même temps, je pense que c'est très bien. C'est bon d'avoir ce défi permanent. Et je me dis toujours, si à un certain moment, je me rends compte que ce que j'écrirais n'aurait pas la même valeur que ce que j'ai fait auparavant, je cesserai d'écrire.
Donc, disons, pour prolonger la question de la demoiselle, entre ton premier livre, Symphonie pour demain, et Albert Buron, il s'est quand même passé environ 7 ans, 7 et même Oui. plus que 7 ans. Plus que 7 ans. Qu'est-ce qui explique cette lenteur au début, et puis ensuite, ça s'est accéléré. Mais Oui. c'est C'est une question qu'on m'a pas posée vraiment. En fait, quand j'ai publié Symphonie pour demain, qui est assez particulier parce que à cette époque, je publiais dans les journaux, je publiais des contes et des nouvelles parce qu'en fait, je n'ai jamais pensé être écrivain. J'étais simplement je faisais autre chose, j'étais agronome. Mais sauf que depuis 12-13 ans, j'écrivais, tu sais, j'avais l'habitude d'écrire, c'était une passion que j'avais. Et c'est mon père, une fois, qui ne se préoccupait pas trop de ce que je faisais du tout. Et puis un jour, il prend mes cahiers, il regarde ce que je fais, il dit, bon, c'est pas mal ce que tu fais. Il me dit, bon, comme était journaliste, il me dit, bon, tu sais quoi, bon, je vais apporter quelques-uns de tes textes à un quotidien. Il les apporte dans un journal, et un de ses amis rédacteur en chef, et Ulysse Berluy, il y avait à l'époque Roger Gaillard. Et puis ces deux bonhommes me disent, mais c'est que ton fils écrit, il n'est pas trop mal, on va les publier. Et c'est comme ça que je commence à publier dans les colonnes de quotidien, chaque semaine, des petites histoires, etc. Et puis à un certain moment, des amis m'ont dit, mais pourquoi tu ne les rassembles pas et tu en fais un recueil? Et j'ai fait un premier recueil, mais vraiment sans aucune prétention, j'avais rien en tête, et j'ai publié Symphonie pour demain. Ce recueil terminé, bon, j'avais pas en tête de publier rien du tout. Sauf que je continue à écrire dans les journaux et j'ai commencé à publier, et à ce moment j'ai créé un personnage qui s'appelait Albert Buron. J'ai publié un premier texte avec ce personnage, ça a eu tellement de succès et j'ai continué à publier des nouvelles avec ce personnage. Et les gens ont tellement aimé cette suite d'histoire avec ce personnage. À un certain moment, et on m'a demandé encore une fois, mais pourquoi tu ne rassembles pas toutes ces histoires et tu en fais un recueil? Donc, ça a duré presque 5 ou 6 ans. Et c'est ainsi que j'ai fait ce premier recueil, Albert Buron au profil d'une élite. Et c'est là que ça a commencé, tu vois. Ça a eu un succès fou. La radio m'a demandé de faire des sketchs à partir de ces recueils de nouvelles. Et les imprimeries des champs ont voulu publier ce recueil de nouvelles. Et puis le responsable de chez Deschamps m'a dit, alors j'ai compris pourquoi il me disait, tu sais, tu as fait un recueil sur le profil d'une élite, profil d'un homme, profil d'une élite, profil d'un homme d'une élite, mais pourquoi tu ne fais pas une série de nouvelles sur le profil d'un homme du peuple, là, tu vois, pour faire pour faire la balance, tu vois. Et puis bon, j'ai dit ok, et puis j'ai créé Chanson Pipiri. Donc j'ai publié après Chanson Pipiri du profil de l'homme du peuple. Et c'est là que ça s'est accéléré, tu vois, que j'ai commencé à publier de manière régulière. Je vais poser une autre question en attendant vos questions, n'est-ce pas? Ça dit que Albert Buron a eu un succès fou, mais le tirage moyen d'un livre de Gary Victor en Haïti, c'est combien? Est-ce que les livres de Gary Victor sont mieux vendus à l'étranger qu'en Haïti? Bon, c'est une question assez compliquée en Haïti parce que, bon, je vais rester au tirage pour commencer. Et Albert Buron au profil d'une élite tome 1, je pense que j'ai fait à peu près 6 éditions de Albert Buron, de tome 1. Et chaque édition, c'est 2000 exemplaires. Donc ça fait à peu près 10 à 12 000 exemplaires. Par exemple, à l'Ambierre parallèle, j'ai fait au moins 4 éditions d'Alembert parallèle, qui te fait à peu près 8000 exemplaires. Maintenant, en plus de l'édition, il faut quand même se rappeler qu'en Haïti, comme même Daniel Laferrière le faisait remarquer, c'est que, à la différence en France, que quand quelqu'un a fait un exemplaire, il le lit, il le met dans sa bibliothèque, il le donne jalousement. En Haïti, en moyenne, un exemplaire peut être lu par 4, 5, 8, 9, 10 personnes, tu vois. Donc, quand tu veux vendre 2000 exemplaires, mais tu peux avoir 20 000 personnes qui te lisent à partir des 2000 exemplaires. Donc là encore, tu sais, en Haïti, c'est totalement différent. On ne peut pas faire la même observation.
dans un pays comme la France, un pays comme Haïti. C'est la même chose qu'un journal. Aller dans un journal élu par une seule personne, puis la gueule dans la poubelle. Mais quand tu vois, tu as un journal dans un bureau public, et bien ce journal peut être lu par 40 personnes dans le même espace, tu vois, ça passe de main en main, de main en main, de main en main. Et c'est ainsi dans plusieurs pays du Sud. Je vous rappelle qu'un homme dangereux de Gary Victor est disponible, ainsi que le roman Massy. Si vous n'avez pas de questions, vous allez venir acheter les livres. Ah bon, il y a une question comme ça. Bonsoir, Bonsoir. on remercie à vous, monsieur. Monsieur Gary Victor, le titre que vous donnez à votre livre, merci à vous poser des questions. Le fait qu'on ne peut pas arriver à comprendre ou à connaître une personne, c'est-à-dire ses pensées, tout ce qui se passe dans sa tête, ne peut-on pas considérer que tout homme est dangereux à l'égard de lui. Tout homme est Dangereux. À l'égard de lui. Oui, je l'ai dit au début, et on est niveau dangereux pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et le fait que tu ne peux absolument pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Et c'est justement la fonction de la littérature qui est intéressante, c'est sauf dans un roman ou dans un film, tu peux connaître ce qui se passe dans la tête d'un personnage. Mais dans la vie réelle, c'est impossible pour toi de savoir vraiment ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. La seule manière que tu puisses savoir vraiment ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, c'est par rapport à ses actes. C'est par rapport à ses actes. Et je peux comprendre à ce moment, une femme, tu dis que tu l'aimes, elle te demande des preuves. Parce que Dieu qui a dit que tu aimes une femme, tu l'aimes, oui, mais n'importe qui peut dire je t'aime. Comment peux-tu faire pour savoir? Et la même chose pour un homme. Comment je vais faire pour savoir que cette femme m'aime vraiment? Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont tellement bestiaux, ils veulent le sexe, et ils s'en foutent totalement. Mais moi, si je veux une femme qui m'aime, comment vais-je savoir que cette femme m'aime vraiment? À ce moment, c'est par rapport à, pas à ce qu'elle dit, c'est par rapport à, et bien on le dit toujours en dramaturgie. En dramaturgie, on dit c'est par les actes qu'on peut montrer le caractère de personnage. Dans la vie réelle, c'est la même chose. C'est par les actes que tu peux connaître le caractère de quelqu'un. Quelqu'un te dit je suis honnête, je suis honnête, je suis honnête. Et pour te dire que tu es honnête. Mais le jour où on vient de la construire $100 000 américains pour laisser passer un truc à la douane, les moyens qu'on a dit ah non, on va plus dépasser $100 000 américains à Kevin. Là, c'est un acte concret. Là, donc ça a honnête fait. Mais tout le temps qu'il dit je suis honnête dans la bouche, comment peux-tu, oh je suis brave, je suis non. Et tout ça sont des paroles. Tu vas savoir effectivement le caractère de quelqu'un, c'est uniquement par les actes qu'il pose. Tu sais? Bon, et même là encore, mais fondamentalement, c'est ça, c'est par rapport aux actes qu'il pose. Tu vas observer cette personne, tu vois, dans sa vie, les actes qu'il pose, et c'est à ce moment que tu pourras vraiment, plus ou moins, savoir ce qu'il est vraiment. La vie, c'est comme ça. Donc, quelque part, nous sommes tous dangereux pour l'autre. Parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir ce que quelqu'un a en tête. Tu ne peux pas savoir. Bonsoir, Clément. Bonsoir. Monsieur Gary, ma question est la suivante. Est-ce que parfois ça ne vous arrive pas de perdre espoir? Est-ce que parfois ça ne vous arrive pas de perdre espoir? Bon, tu sais, si moi et Marc, on avait perdu espoir, on ne serait pas là, hein, Marc. Et on pourrait dire que nous, l'espoir est dans nous, tu vois. Et on garde une flamme en nous. Et donc, ça veut dire que on peut être environné de médiocrité, environné de violence. On garde quelque chose en nous. Tu sais, on garde quelque chose en nous, tu vois. Il faut constamment qu'on garde la flamme en soi. Parce que moi, je me dis toujours,
la seule manière pour ne pas donner aux médiocres la victoire, c'est de garder l'espoir en nous. Tu vois? À la minute qu'on perd espoir, tu donnes raison à toute vagabond dehors, toute médiocre qui dehors, toute raison sur vous. La seule manière pour ne pas avoir une raison sur vous, il faut garder des rêves, il faut garder l'espoir en toi. Il faut garder ce que tu es, ce que tu aimes, ce qui est bon en toi. Il faut le garder, tu vois. Pas quitter mon habit, tu fais ça, appeler fou, appeler écrit fou, pour rien enseigner des bagages, c'est peut-être. Tu es déjà dans un pays, on te décourage tout le temps. Si on parle de rabotage pour tout le monde, il ne faut pas faire pour tout le monde. Ah, tu fais ça, fou, bagaille. On dit qu'on fait le bagage, tout le monde n'appelle pas ça. Ah, le fou, il n'est pas droit, bagaille. On essaie de te faire entrer dans les rangs. Dans le rang des médiocres, tu vois. Donc, la seule manière pour ne pas donner raison à cette médiocrité, c'est de garder la foi. De garder tes rêves, tes songes, ce que tu es vraiment. Parce que de toute manière, il faut toujours te dire que, bon, même le Christ l'a dit, il y a un dernier carré, la lumière, la flamme, et c'est nous qui devons le garder. On ne doit pas abandonner. On ne doit pas abandonner. Parce que de toute manière, nous sommes sous cette terre, le point de vue, c'est une classe. Maintenant, les sauver, il y a un paradis, il y a un enfer. Bon, même si c'est peut-être une figure pour expliquer certaines choses, tu sais, mais les médiocres et les nuls vont côté au bras aller. Il ne faut pas. Les médiocres et les assassins, tout le bon côté au bras aller. Bah, on côté au bras aller, mais bon côté au bras aller. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions, ça a été extraordinaire. Ma question est la suivante. Et ça concerne la dernière phrase que Michael Jackson a citée dans le pays concernant le voyageur par rapport au temps. Est-ce que l'emprunt de cette phrase sur la base de la coutume? Parce que dans le droit haïtien, on considère la femme comme mineure par rapport aux hommes. C'est-à-dire que si une femme se marie avec un homme, automatiquement elle est sous sa gueule, sous sa responsabilité légale. Peut-être que c'est pas par rapport à la coutume que vous avez cette phrase de votre vie. Bon, je pas vraiment bon. Ce que je dis par rapport à la coutume, bon, par rapport. Bon, l'écrivain, c'est par rapport premièrement à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il voit, ce qui est autour de lui, tu vois. Donc, je l'ai écrit par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience de mes proches, tu vois. C'est ça, c'est par rapport à mes observations que je l'ai écrit, tu vois. En tout cas, il y a deux précisément que j'aimerais faire avant de conclure. J'ai remarqué quand même que dans le livre de Gary Victor, il y a un point qui a pu intéresser cette demoiselle qui est étudiante en droit. Oui. Ce qui montre que même dans les romans, il y a des informations qui peuvent intéresser tout le monde. Oui. Par exemple, dans un homme dangereux, il y a des questions de psychologie, de parapsychologie. Il y a plein de choses, plein de sciences qui peuvent traverser une œuvre littéraire. Et il y a quelque chose qui m'interpelle et qui m'inquiète à propos de cette demoiselle qui a posé la question. Est-ce que vous êtes jamais arrivé de perdre espoir? Je me demande, est-ce qu'une demoiselle aussi jeune, est-ce que c'est arrivé à toi de perdre espoir? Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Le meilleur, ou bien le plus beau reste à venir. On veut rester en vie parce qu'on espère qu'on verra de belles choses. Même s'il fait très sombre dans le pays, personne n'aimerait mourir parce qu'on espère justement que le soleil se lèvera un jour. Mais pour nous aider à traverser
la vallée des ténèbres, il y a la lumière des livres. Charles Baudelaire a utilisé le titre Les Phares pour parler des peintres qu'il aime. J'ai un livre sur les écrivains de certains Marcel Secrétin. Le livre s'appelle Ceux qui ont éclairé nos chemins. Ceux qui ont éclairé nos chemins. Les artistes dont vous écoutez les chansons qui vous font danser, les écrivains qui vous emmènent dans de belles aventures, qui parfois vous font rire, parfois vous font pleurer, vous font rêver, vous font réfléchir. Justement, ils sont là pour vous dire que dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Au lieu de désespérer, si vous sentez que vous avez envie de perdre espoir, si vous sentez que vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour de vous, ouvrez un livre de Gary Victor et je vous demande d'applaudir s'il vous plaît.